dernière chose, au Funashi-Barai, on va montrer au Funashi-Barai assez rapidement, parce que c'est fondamental. Les balayages, c'est des choses qui sont fondamentales en judo. Elles ont beaucoup d'intérêt. Le premier intérêt, c'est que je vais faire des balayages à 80 ans. Ça ne gêne pas, alors que Pon Soenage à 80 ans, c'est plus difficile. Donc les balayages, c'est des choses qui sont... On peut garder, une fois qu'on a chopé le truc, on peut le garder vraiment très longtemps. Et les balayages sont des choses qui amènent beaucoup de techniques. Faire un balayage pour amener une technique supérieure, c'est quelque chose qui est très très pratiqué. Donc de toute façon, c'est une entrée en matière. Le Hashibarai, le Hashibarai ne fonctionne pas, je fais avec le Shi, tout ça, ça participe. D'accord? Mais pour ce qui est de Hashibarai, de l'autre Hashibarai, ce qui est très important, c'est les notions de rythme et de synchronisation. Quand je fais ça, je suis synchronisé avec mon partenaire. J'ai obligé. Les enfants, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont comme ça. Voilà, et des fois, ils se trompent, ils sont là. Donc le fait de pratiquer ça, ça permet de vraiment avoir un rythme important. Ça, c'est très important. Le rythme, c'est très important. D'accord? Voilà. J'ai fait un petit peu le tour de toutes les techniques. Il me reste à dire quelque chose qui est fondamental, c'est la problématique du randori. Alors, le randori, c'est-à-dire l'expression libre, est au cœur du judo. Il n'existe pas de randori dans les autres disciplines d'arts martiaux. Quasiment. En Aikido, il n'y a pas de randori, c'est dans quelques petites écoles. Karaté de randori, c'est compliqué, parce que si j'ai donc c'est compliqué. L'avantage qu'on a en judo, c'est qu'on peut aller à fond dans la technique sans risque de blessure. Et ça, c'est très spécifique. On est dans un combat de boxe, vous allez au fond de la technique, il y en a un qui va à l'hôpital. Au judo, non. Au judo, non. Et c'est même conseillé. On va à fond dans la technique. Soit elle marche, soit elle ne marche pas. Mais au moins, on a la preuve que ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va travailler par répétition et apprentissage successif. C'est-à-dire que je fais une technique, elle marche un peu, je la refais, elle remarche, ou pas, etc., etc. Et c'est possible, encore une fois, parce que j'ai l'élément fondamental, qui est la chute sur un tapis. Donc, la chute sur un tapis permet de réapprendre à chaque fois, de réinitier l'apprentissage à chaque fois sans risque. Si je ne suis pas sûr de mon uppercut et que je dis au gars, fais-moi, arrive un peu, je ne suis pas bien sûr de... Oh, ça aurait pu être plus... Ça va pas bien se passer, je crois. En judo, non. En judo, non. En judo, on peut faire ça sans problème. Sauf que, dans la réalité, c'est difficile parce que l'autre ne veut pas tomber. Et il ne veut pas tomber pour une raison. La première des raisons, c'est la peur de chuter. Et donc la peur, il faut absolument l'évacuer. Et pour l'évacuer, c'est travailler les chutes, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, dès le départ. Alors pour les adultes, moi je commence sur la position sur les 4, pour montrer aux adultes que c'est pas dangereux. On ne risque rien. Si on se fait frapper, on ne risque rien. Ça c'est très important de dédramatiser le problème. Donc je sais chuter, première condition pour pouvoir faire randori. Deuxième condition, comprendre que ce n'est pas une attitude défensive qui empêche de chuter. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que les gens pensent que si je ne dois pas chuter, il faut que je sois comme ça. Et là, je risque moins de chuter. Statistiquement, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Pour deux raisons. La première des raisons, et il faut bien comprendre, c'est que 90% des techniques sont inefficaces.
C'est-à-dire que quand vous saluez, vous n'avez qu'une chance sur 10 de tomber. Parce que la technique que va faire votre partenaire, que je vais faire, que l'autre va faire, probablement elle sera imparfaite. Probablement elle ne sera imparfaite. Et s'il ne fait rien, je vais essayer de le faire tomber, mais je ne réussirai pas. La plus grande probabilité, c'est celle-là. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête en se disant oui, mais s'il fait ça, machin, je vais tomber. Non, je ne fais rien et je ne vais pas tomber. C'est-à-dire que si par exemple il essaie d'attaquer, il suffit de très peu de choses. Il suffit de très peu de choses, par exemple de décaler ma jambe là, pour que ça change pas sa position. Et en fait, voilà, j'ai pas eu besoin de me mettre dans une situation comme ça. Ça c'est vraiment fondamental à comprendre. Si on veut faire randonnée, il faut se tenir droit dans une position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est celle que vous avez. C'est ça. Midi Shizentai, Midai Shizentai. Cette position-là est la position la moins susceptible de m'entraîner vers la chute. Parce que quand je suis dans cette situation-là, j'ai une vision globale du partenaire. Alors que si je suis dans cette position-là, je n'ai pas de vision globale du partenaire. Quand je suis comme ça, je suis droit. Si j'arrive à être droit, le ventre solide, difficile pour lui de rentrer. Je contrôle son buste. Donc c'est difficile. Alors bien sûr, s'il me casse, il gueule comme ça. Et c'est justement parce qu'il sait bien que si je suis comme ça va être difficile de me faire tomber. Parce que là, il y a une distance. Si je suis comme ça, difficile, hein? Très difficile. Pas besoin de faire grand-chose. Je maintiens juste ma distance, mes mains, ma position d'équilibre. À partir de ce moment-là, non seulement c'est difficile de me faire tomber, mais en plus, moi je peux rapidement attaquer. Parce que je suis déjà en position d'attaque. Si je suis là, pour attaquer au Sotogori, ça va être compliqué. Hein, parce qu'il va falloir que je me relève, que je dise coucou et que j'attaque. Lui, pendant ce temps-là, il a le temps de faire plein de choses. Donc, on a un problème. On est, bien sûr, potentiellement attaquant, mais potentiellement, on reçoit une attaque. Si je ne veux pas tomber, ben, il suffit que je me mette là. Hein. Là, je ne tombe pas. Mais je ne le ferai pas tomber. Donc je suis obligé de me rapprocher. Je ne suis pas en contact de lutte, je ne suis pas en contact de boxe, je ne suis pas en distance de boxe, je ne suis pas en distance de lutte, je suis en semi-distance. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que j'aille très vite au contact. Très vite au contact. Mais si je vais très vite au contact, ça veut dire aussi que je peux sortir très vite du contact. S'il attaque, je peux sortir très vite du contact. Beaucoup plus vite que si je suis là. S'il avance là, pour reculer, ça va être compliqué. Hein. D'accord? Donc, si on réfléchit à tout ça, la position la plus efficace pour faire du judo, c'est celle-ci. Après, si on se passe dans le temps, évidemment, on fait 5 minutes de randonnée, 10 minutes, 15 minutes, mais si vous faites 3 heures de randonnée, moi, quand j'étais au Japon, quand j'avais 20 ans, les randonnées, c'était 10 fois 5 minutes. 2 fois. Et si vous aviez été en forme, vous faisiez tâter, c'est-à-dire vous restez les 10 fois 5 minutes. C'est long. C'est très long. Vous ne pouvez pas être comme ça. Et pendant 50 minutes, c'est impossible. Vous explosez. C'est impossible. Il faut être relaxé, être toujours en mouvement, mais économiser. C'est obligé. Si je fais ça pendant 2 fois 50 minutes avec quelqu'un qui m'appuie, ben, je ne vais pas faire longtemps. Je vais avoir le dos qui va être complètement détruit. Donc je suis obligé d'être dans cette position-là. Je suis obligé d'être dans cette position. Une position qui est naturelle, qui est corporellement adaptée à l'homme. Hein, si on vivait à 4 pattes, on le saurait. Donc pour moi, c'est le plus simple. C'est le plus simple, c'est ce qui correspond le plus à la morphologie.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas me faire travailler les bras, le cœur, etc. Mais au moins, c'est cette position d'équilibre. Petite parenthèse, cette position d'équilibre-là, elle est très très intéressante. C'est celle que vous avez fait dans le bus. Quand vous êtes dans le bus, soit vous avez quelque chose comme ça, et si vous n'avez pas une barre là, vous êtes dans cette position-là. Cette position-là d'équilibre, c'est une position qu'on a tout le temps. On doit pouvoir travailler tout le temps. C'est celle qui permet le plus de mobilité et le plus de stabilité en même temps. Et il y a les deux facteurs. Donc le randori, il faut le faire, c'est au centre, encore une fois, de l'apprentissage, mais il faut le faire d'une certaine manière. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve avec le chaînon manquant, c'est-à-dire que les gens sont très forts en technique, et quand ils arrivent en randori, ils restent là. Autre chose quand même, c'est que je pense que le fait de travailler tout le temps en déplacement, sur un pas par exemple, pour apprendre les techniques, nous rapproche du randori. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une phase de mobilité, on est déjà proche, on n'est pas en train de se dire, bon bah arrête-toi, tu as les deux pieds sur le même niveau, bon, non. On va déjà acquérir des aptitudes qui sont proches des configurations qu'on aura en randori. Je ne prononce jamais le mot randori, parce que les gens confondent randori et chiaille. Donc, on finit une séance de technique, puis après on dit randori. Alors là, on voit les mecs qui arrivent. Là, c'est fini, là. Déjà, on sait que ça va être une baston de rue. D'accord? Donc, si vous avez vu, hier, je n'ai pas dit randori, j'ai dit on se déplace, il y en a un qui attaque, hop, l'autre attaque, hop, et puis les deux attaquent en même temps. Alors là, ils me disent, mais alors là, c'est randori ou c'est pas randori si les deux ils attaquent en même temps et les deux défendent, c'est du randori? Bah oui, c'est du randori. Mais je dis pas que c'est du randori. Hein? Donc voilà, toujours, on est en mouvement, on commence des petits exercices, et puis progressivement, on va aller vers l'opposition. Naturellement, on va se mettre à faire du randori, on fera du randori, comme M. Jourdain, sans le savoir, on va faire du randori. Je terminerai par l'attitude, pas l'attitude, mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas randori? Alors ça c'est aussi très important, c'est que si on veut être bon judoka, on est dans l'efficacité. Si on est dans l'efficacité, il faut que l'heure qu'on passe ensemble soit utile pour vous, pour l'autre, pour tout le monde. Alors pourquoi quand il y a randori, il y a un machin qui va prendre son téléphone, qui appelle machine, non mais je fais le randori après, non. Ou alors tout simplement, va aller sur le bord et va être là, non mais je fais après. On n'est pas uniquement en apprentissage quand on fait randori. On est en apprentissage quand on regarde. Quand on regarde ce que l'autre fait, ce que les gradés font. Quand on se dit, ah là il a fait ça, mais moi j'aurais fait ça. Et s'il avait fait ça, peut-être qu'il aurait pu faire. Et si l'autre avait fait ça, etc. Quand on essaie d'analyser ce qui se passe, le combat, on apprend en même temps. On apprend en disant, bah tiens, ça c'est sympa, je ne connaissais pas cet enchaînement-là, ça. Voilà, on est constamment dans l'apprentissage. Pas uniquement phase de technique, phase de randori, et puis le reste du temps, je fais rien. Non, on est constamment dans l'apprentissage. C'est comme ça qu'on devient. Et si véritablement, on voulait encore être un petit peu plus, deux choses, avant et après. Après, il faut essayer de mémoriser ce qu'on a eu. Souvent, on a des choses, on dit « Putain, ça, j'ai fait un truc ce soir, un truc de fou. » Et puis le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? C'était sympa quand même, mais je ne me rappelle plus du tout. Essayez de mémoriser ce que vous avez fait. Vous avez réussi à faire quelque chose, prenez 5 minutes derrière, après qu'on ait salué, on essaie de faire « Tu vois là, j'ai trouvé un truc, ah ouais, c'était ça. » Essayez de le mémoriser dans vos aptitudes. Et avant,
sachez pourquoi vous venez. Pourquoi vous venez? Est-ce que vous avez une idée de choses que vous aimeriez travailler? Est-ce que vous avez une question à poser au professeur parce que c'était bien ça, mais finalement il y a quelque chose qui vous a gêné. Vous avez repensé au truc et finalement, où est-ce que vous venez? Parce que vous voulez progresser sur, je ne sais pas moi, un enchaînement particulier. Ou parce que vous avez décidé de faire plusieurs randonnées d'affilée, etc., etc. Réfléchissez à pourquoi vous venez. Parce que si vous arrivez en disant, parce que le prof il m'a dit de venir, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, je prends ma douche, je repars, je reviens, je fais ce qu'il m'a dit. L'apprentissage, il existe bien sûr, mais vous ne personnalisez pas cet apprentissage. Vous n'êtes pas dans ce qui vous amène, vous, à progresser. D'accord? Merci. On va faire une